Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Bonjour les Irréductibles, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, le débat est particulièrement ambitieux puisqu'il sera question de l'avenir de notre humanité sur fond de révolution technologique et de crise écologique. Pour en parler, nous recevons 2 philosophes, Éric Sadin, auteur de Faire sécession, une politique de nous-mêmes qui vient de paraître aux éditions de l'Échappée, et Olivier Rey, auteur de Réparer l'eau, qui vient de paraître aux éditions Stock. 2 ans après le début de la crise de la Covid, l'illusion lyrique d'un monde d'après meilleur s'est dissipée. Le monde d'après, comme l'avait prédit Houellebecq, c'est le monde d'avant en un peu pire. Nous nous sommes habitués à porter le masque et à présenter un QR code en allant au restaurant. Certains commerçants ont tiré leurs rideaux, les GAFA ont renforcé leur emprise sur nos vies. La crise sanitaire semble ainsi avoir encore accéléré la destruction de la vie sociale et l'isolement de l'homme face aux écrans. Sommes-nous condamnés à devenir les particules élémentaires d'une société atomisée et ubérisée ? Comment agir pour préserver notre monde commun et réparer l'homme ? Pour cela, faut-il encore attendre quelque chose de la politique ? Nous en débattons tout de suite avec nos irréductibles de la semaine, les philosophes Éric Sadin et Olivier Rey. Alors Éric Sadin, commençons par vous. Nous allons parler de votre nouveau livre, Faire sécession. Mais d'abord, évoquons en quelques mots votre précédent livre, L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, que vous avez écrit pendant la crise sanitaire, ou peut-être même un peu avant. Est-ce que cette crise a précipité notre entrée dans l'ère de l'individu du tyran, ou est-ce qu'au contraire, elle nous a fait prendre conscience de l'importance du lien social et du bien commun ? Alors c'est les deux à la fois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire à la fois ce que j'avais nommé dans ce précédent ouvrage, L'ère de l'individu tyran, c'était la figure de foule désillusionnée, pris par une déception successive à l'égard de l'ordre économique et de l'ordre politique, entrecroisé à l'usage des technologies numériques, donnant l'illusion d'être davantage autonome et de mener sa vie de façon plus aisée. Et ça, c'est ce que j'ai nommé une sorte de composé explosif. C'est-à-dire, s'est produit la primauté de soi, la primauté de sa propre parole, et avec l'idée que finalement, soi-même, par les outils de l'expressivité, eh bien, nous pouvions enfin avoir l'occasion de régler nos comptes avec l'ordre commun qui n'a cessé de nous léser. Donc, et la crise du Covid, il s'est passé ces phénomènes-là, c'est-à-dire une défiance à l'égard du discours majoritaire et de mesures, et une sorte d'atomisation des croyances où chacun s'en remettait à sa propre parole, rabattu à ses propres souffrances et à ses désillusions. Et en même temps, il y a eu ce mouvement-là, et en même temps, il y a eu une sorte de très grande aspiration pour autre chose, hein, assez chaotique, ça va dans tous les sens. On s'en remet aux politiques, on s'en remet à des sortes d'utopies totalement désordonnées. Et suite à ce premier diagnostic que j'avais fait, je ne pouvais pas me cantonner à seulement à établir ce constat d'une crispation et d'une atomisation croissante de la société. Et j'ai réfléchi sur comment pouvons-nous nous donner aujourd'hui des clés concrètes pour sortir de ce grand maelstrom et essayer de dégager des signes concrets possibles, ancrés dans le réel. Parce qu'on remarquera que toutes les tribunes qu'il y avait eu sur le monde d'après, elles étaient très très hors sol, c'est-à-dire c'était plein de vœux pieux. Et je crois que l'heure aujourd'hui, vu les difficultés sans cesse croissantes dans lesquelles nous sommes au quotidien, les difficultés au quotidien, le coût de la vie, les souffrances au travail, je crois qu'un des enjeux qui nous regarde, à l'opposé de toutes les paroles hors sol et pleines de positivité que promettent les responsables politiques, c'est comment nous donner des clés ancrées dans le réel. C'est ce à quoi j'ai réfléchi. Oui, mais Éric Sadin, votre nouveau livre s'intitule Faire sécession, une politique de nous-mêmes. Comme ça, après j'ai lu le livre, bien sûr, j'ai compris où vous vouliez en venir, mais ça sonne aussi un peu en contradiction avec votre discours, je trouve, parce que faire sécession, est-ce que c'est pas justement accélérer l'atomisation et l'archipélisation que vous dénoncez ? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, dessiner un grand projet commun ? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce que je nomme faire sécession, c'est redonner tout son sens, toute sa vitalité à l'ordre commun. Mais faire sécession veut dire, dans mon esprit, en finir avec nos représentations, avec tant de représentations, avec tant d'attentes. Et je suis très, très marqué par le fait qu'à l'amorce de ces présidentielles,
Nous avons parlé de désillusion, alors que nous avons vécu tant de désillusions à l'égard de la politique institutionnelle. Hein. Malgré cela, il y a plus que jamais de l'attente quasi démesurée. Et je pense que c'est notamment dû à ce qu'on peut nommer une industrialisation des campagnes. C'est-à-dire on n'arrête pas de parler, il y a des débats fabriqués dans les chaînes info, il y a des plateaux continuels, comme si eh bien, finalement, le sort entier d'une nation dépendait de cette élection, et comme si on avait oublié toutes les illusions successives qui ont suivi les élections. Donc là, il y a une sorte de paradoxe qui m'interroge. Je me dis, mais quoi, nous manquons tant de maturité, et aujourd'hui, nous sommes des êtres d'expérience, nous sommes des populations d'expérience. Alors, quand je dis faire sécession, c'est aussi faire sécession avec des représentations, des schémas qui me semblent épuisés, et qui appelle à réenvisager les choses. Et ce livre, c'est bien davantage qu'une volonté de rompre avec l'ordre commun, au contraire, d'interroger ce que suppose la bonne expression de notre condition politique. Et la bonne expression de notre condition politique, ce n'est pas tout attendre des institutions, mais c'est faire en sorte que sur le terrain de nos réalités quotidiennes, on puisse lui donner les moyens d'être davantage agissant. Et Alexandre, relativement à toutes les recherches que j'ai menées au cours des années 2010 avec l'économie du numérique, j'ai vu à quel point nous avons été passifs, à quel point la société a été passive, à quel point quantité de dispositifs, de modalités se sont imposés dans la société sans mot dire, hein, enfin, sans qu'il y ait aucune opposition. Cette fameuse idéologie de la disruption qui a détruit plein de métiers, qui a conduit à des méthodes de logistique, enfin des méthodes de management totalement indignes, comment il y a eu de plus en plus une automatisation de la société. Et tout cela s'est passé sans que sur le terrain... Alors, évidemment, les responsables politiques, non seulement ont soutenu ça, mais ont célébré toute cette économie-là, mais sur le terrain de nos réalités quotidiennes, c'est-à-dire en entreprise, dans l'école publique, dans l'hôpital, dans la justice, c'est-à-dire tous les secteurs, les grands domaines de nos vies quotidiennes, eh bien, les choses se sont imposées sans que nous soyons mobilisés. Acteurs. Alors moi, je crois que c'est une des dimensions majeures de notre condition politique, de savoir remettre les discours qui forgent la société, parce que nous avons été saturés du discours depuis en gros, ce qu'on peut nommer le processus d'expertisation de la société. C'est-à-dire des gens qui défendent des intérêts privés ont énoncé à la société le cours que devaient prendre les choses en répondant à des intérêts privés ou en répondant à une vision du monde voulant être délivrée de tout défaut. Enfin, comment a-t-on pu accepter cela ? C'est en gros l'idéologie managériale. On va en reparler avec Olivier Rey notamment. Mais d'abord, Olivier Rey, le titre de votre nouveau livre, qui est mystérieux. Vous êtes d'ailleurs un spécialiste des titres énigmatiques. Il y a quelques années, vous aviez écrit un livre qui s'appelait Une question de taille. Là, ça s'appelle Réparer l'eau. Cependant, à vous lire, on comprend que réparer l'eau, c'est aussi réparer notre monde commun et surtout nous réparer nous-mêmes. Alors pourquoi avons-nous besoin de réparer l'eau et de nous réparer nous-mêmes ? Oui, une chose assez frappante quand on étudie les anciennes mythologies ou les grands textes religieux, c'est de se rendre compte que très souvent, l'eau est vraiment un élément tout à fait primordial. Dans la mythologie mésopotamienne, par exemple, les deux divinités primordiales, c'est Apsu et Tiamat, l'eau douce et l'eau salée, c'est leur mélange qui va engendrer tous les dieux et le monde. Dans la Bible, d'ailleurs, dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, avant même que Dieu dise que la lumière soit, la lumière fut. Et puis ensuite, son premier acte, c'est de séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Et puis, mais pas seul, quand on prend la mythologie grecque, chez Homère, il est dit à un moment donné que le premier des dieux, c'était Océanos, enfin, etc. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'eau ? C'est quand même d'abord quelque chose qui coule au robinet quand on tourne le bouton, et c'est une commodité délivrée par Veolia. Alors, évidemment, il y a un énorme bénéfice là-dedans, parce que si on devait retourner chercher l'eau au puits, on s'apercevrait que ce serait très fatigant. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que l'eau à l'ancienne, on pouvait aussi attraper le choléra, la dysenterie, etc. Alors qu'aujourd'hui, le traitement de l'eau nous épargne cela. Mais enfin, vous voyez le paradoxe, c'est que aurions-nous l'idée
même de la pureté sans l'expérience d'une eau pure. En fait, on peut dire que l'homme ne connaîtrait pas ce que c'est, il n'aurait jamais élaboré l'idée de la pureté sans le spectacle d'une eau pure. Et aujourd'hui, l'eau, c'est ce qui passe dans des stations d'épuration. Alors, on a beaucoup gagné pratiquement en pratique, on a beaucoup gagné au change. Mais d'un point de vue de l'imaginaire, on a également beaucoup perdu. Alors, sans renier les avantages que l'on a, je pense que ce serait bon d'essayer de renouveler notre regard aussi sur ces éléments fondamentaux. Alors là, j'ai pris l'eau, parce que c'est réparer l'eau, mais à travers réparer l'eau, c'est réparer notre imaginaire aussi, qui est extrêmement appauvri, du fait d'un appauvrissement de notre rapport aux choses. Moi, j'ai été très influencé par le poète Francis Ponge, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le parti pris des choses. Mais c'est pas opposer les choses à l'humain, c'est le comprendre que l'humain ne se comprend véritablement lui-même que en faisant attention aux choses. Merci Olivier Rey, merci Éric Sadin. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Irréductibles. 2 ans après le début de la crise sanitaire, que faut-il attendre du monde d'après? Comment échapper à la fois à l'emprise des experts et des nouvelles technologies? Les réponses d'Éric Sadin et Olivier Rey après la pause. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec Éric Sadin et Olivier Rey. Nous évoquions la crise sanitaire. En début d'émission, Éric Sadin, vous expliquait qu'une large part de notre vie sociale s'est transformée en pixels et vous dénoncez l'avènement de la télésociabilité, c'est-à-dire une révolution anthropologique qui fait que l'écran s'interfère désormais dans toutes nos relations. Est-ce si vrai? On a aussi vu en fait que dès que les terrasses de café ont réouvert, les gens s'y sont précipités. Et finalement, est-ce que la crise n'a pas montré que sur le plan anthropologique, l'homme restait un animal social avant tout? Ah mais certainement. Il y a eu à la suite une pressante aspiration à se retrouver, à retrouver des contacts charnels. Et en même temps, il s'est passé un événement décisif. Sur lequel nous allons vivre pendant des décennies, il me semble. Enfin, je ne veux pas être prophète, mais au moins de la décennie, les années 2020. C'est-à-dire que le premier confinement et la suite nous a contraints à rester plus ou moins enfermés. Et il s'est passé que quantité d'actions de la vie humaine se sont opérées derrière l'écran. C'est-à-dire le travail, l'éducation, l'accès à la culture, les plateformes vidéo notamment, les échanges usuels jusqu'aux apéros WhatsApp, les foires commerciales, les réunions de chefs d'État. Donc, et ce qui a été très troublant, c'est très marquant, c'est de voir que ça fonctionnait assez, quoi. Ça marchait plus tôt. Alors, non seulement ça marchait plus tôt, mais ça a eu très vite des personnes en ont tiré des conclusions. Quand je dis des personnes, c'est des enjeux, enfin des intérêts économiques, c'est-à-dire certains ont réfléchi sur les coûts que ça pouvait occasionner, les nouvelles modalités que ça pouvait entraîner. Parce que plus rien ne sera comme avant, à plus d'un titre, mais sur nos rapports au numérique, plus rien ne sera comme avant. Et ce qu'il se passe, plutôt que si on parle d'un monde d'après, il y a une dimension du monde d'après, du monde du maintenant qui est en train de se consolider. C'est ce que je nomme la formation d'une société en silo. Alors je vous l'explique en quelques mots. C'est-à-dire qu'à la suite de la crise du Covid, il se passe la formation de ce que je nomme de nouvelles configurations sociales, qui voient en très gros une société en silo faite de 3 groupements très identifiables. D'une part, les professions libérales, les indépendants haut de gamme, des artistes, un certain monde du journalisme qui ont les moyens de quitter les grandes métropoles. On sait que c'est un mouvement très important actuellement, d'aller vivre dans les villes moyennes ou les petites villes et dans les campagnes, et qui peuvent s'accommoder de travailler via écran, venir de temps en temps pour des rencontres dans les capitales, et qui cultivent des parcelles bio, qui vont se promener avec les enfants dans la forêt le week-end, et qui se font livrer beaucoup de produits via les plateformes numériques. Et deuxième groupement, ce que j'appelle la classe éco. La première, ce serait un peu la classe premium, mais c'est comme ça. J'ai rien contre eux, c'est des faits sociologiques. Bien sûr.
la classe éco, eh bien, c'est tous ceux qui vont devoir alterner entre présentiel et distanciel, comme on dit, comme si, d'ailleurs la notion distancielle est très intéressante, c'est-à-dire, et le présentiel, c'est-à-dire comme si on pouvait alterner de l'un à l'autre sans qu'il y ait beaucoup de conséquences finalement, comme si ça s'intégrait dans nos modes de vie, avec une sorte de souplesse et d'évidence, et qui vont devoir alterner entre la présence sur leur lieu de travail, le télétravail, le fait que de plus en plus une partie de la santé au travail va se déporter au sein des domiciles, que les conditions de travail vont se déployer dans les rapports quotidiens avec les enfants, mais aussi le fait que cette distance va étendre le travail à la tâche, c'est-à-dire l'extension de commandes auprès d'indépendants, et détricoter davantage le salariat, et va favoriser ce que je nomme l'avènement d'une troisième mondialisation, si on veut, d'une autre mondialisation, celle des services. Par exemple, pour des projets graphiques ou des projets de traduction dans tous les pays francophones, ou pareil pour les pays anglophones, il est possible, puisque maintenant les gens travaillent de chez eux, eh bien de mettre en concurrence des travailleurs africains, français, québécois. Et puis, donc ça regarde énormément de monde. Et puis, il y a une troisième classe. Et le fait est que tous ces groupements sont presque étanches entre eux, c'est presque des castes, au sens presque indien du terme, où les uns travaillent pour les autres, et c'est foule de tâcherons. Alors ceux qui sont requis d'être présents sur le lieu de travail, d'une part, c'est-à-dire les ambulanciers, ceux qui travaillent dans la restauration, ceux qui travaillent dans les techniciens de surface, enfin tous ceux qui ne peuvent pas s'accommoder, enfin en tout cas vivre pour partie du télétravail. Et puis dans une deuxième partie dans cette troisième classe, c'est tous les travailleurs invisibles dont on s'est rendu compte durant le premier confinement et aussi à la suite à quel point ils permettaient à la grande machine sociale de fonctionner plus ou moins. Eh bien, ce sont tous les travailleurs du monde de la logistique intégrale qui vient, c'est-à-dire les manufacturiers qui rendent possible le fonctionnement des plateformes. Et pour cela, aller leur parler d'un monde d'après, aller leur parler de vivre comme des loups, comme des poulpes ou comme des oiseaux, c'est-à-dire ce grand délire où il faut s'inspirer du vivant, comme si ça allait libérer des modalités tout à fait pragmatiques pour vivre en s'inspirant je ne sais pas, maintenant on va s'inspirer des fourmis, enfin une sorte de délire qui est totalement hors sol, aller dire à tous ces gens qu'il faut qu'ils aillent pister les loups. Donc moi, je me dis que là, il y a des enjeux extrêmement importants et qui devraient faire l'objet de réflexions, de chantiers de travail. Et ce dont je m'aperçois, c'est que les choses se forment et que nous allons nous réveiller avec probablement une société de casse, une société où des gens auront l'impression de vivre de façon écologique, alors que ce n'est pas du tout le cas avec les commandes en ligne, les transports continuels, la consommation des écrans aussi, l'impact écologique de ce que je nomme la télésocialité. On y reviendra, on va parler d'écologie. Et le fait que de plus en plus, en réalité, les souffrances au quotidien vont ne cesser de s'intensifier et l'industrie du numérique va imposer ces méthodes qui vont plus que jamais amplifier ses profits. Alors que faisons-nous avec cette société ? Moi, j'ai pas de solution. Sinon, d'essayer de dégager d'autres pistes pour d'autres modes d'existence, parce que je crois que, je terminerai sur cela, je crois qu'aujourd'hui, en 2021, nous ne vivons jamais comme aujourd'hui, collectivement, dans l'ensemble de la société, des moments une telle dimension collective de souffrance, de peine, de difficulté de vivre au quotidien, et à la fois des aspirations, des envies plus ou moins formulées pour vivre autrement. Pour autre chose. Tout le monde a envie d'autre chose aujourd'hui. Alors la question que je me pose, et c'est un des enjeux de ce livre, comment fait-on ? Comment se donne-t-on des clés concrètes si on peut réfléchir en commun pour se donner des clés concrètes et pas être dans des paroles hors sol, le vivant, les loups et je ne sais quelles paroles qui font plaisir seulement à ceux qui les énoncent et à ceux qui échangent sur cela entre eux. Comment se donne-t-on des clés concrètes ? Olivier Ray, je ne sais pas si vous avez des clés. Rappelons... Non, mais si je peux... pardon, je vous laisse rebondir. Réagir à ce qui vient d'être dit.
En fait, c'est un grand sociologue allemand à la fin du 19e siècle, Ferdinand Tönnies, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle Communauté et société, et qui repère ce qui, d'après lui, est le changement anthropologique majeur des derniers siècles, qui est le passage du mode de vie communautaire au mode de vie social. Et si je voulais résumer les choses en une formule, dans le mode de vie communautaire, l'individu existe en tant que membre de la communauté, alors que dans la société, c'est un rassemblement d'individus. Dans la communauté, on peut dire que le je, c'est le singulier de nous, alors que dans la société, le nous est le pluriel de je. Et en fait, ce qui s'est passé donc dans ce passage de mode de vie communautaire, prenons un village, si vous voulez, jusqu'encore au 19e siècle, un petit village français, il formait une forme de communauté, et il faut voir que à peu près le village n'était pas autarcique, mais il en était pas très loin. Bon, et alors qu'aujourd'hui, en fait, même dans un village, eh bien, même un agriculteur, si vous voulez, par exemple, il va produire du blé, mais il faut qu'il achète son lait au supermarché, quoi. Enfin, vous voyez, donc, dans ce passage au monde social où c'est l'individu qui est vu comme la brique de base de la société, en fait, c'est tout à fait, ça va de pair avec la consolidation d'un État tentaculaire, parce que l'individu réduit à ses seules forces, eh bien, il a besoin des institutions pour faire tenir l'ensemble. Vous voyez, par exemple, que si vous êtes dans une communauté, si vous êtes malade, la communauté va s'occuper de vous. Après, si vous êtes réduit à l'échelle individuelle, si vous n'avez pas la sécurité sociale, ça va être compliqué. Ça va être complètement compliqué. Et des proches. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on a donc ce face-à-face entre des individus et l'État. Et l'État qui flatte l'individu en lui disant grâce à moi, vous allez être autonome. Et l'individu qui en est réduit en fait aussi à tout attendre, de l'État. Alors que Christopher Lasch, un penseur politique américain extrêmement important, disait que l'erreur, c'est de croire que la cellule de base de la démocratie, c'est l'individu, alors qu'il disait la cellule de base de l'individu, ce sont des communautés qui se gouvernent elles-mêmes. Vous voyez ? Et il me semble que c'est dans... c'est le cœur de mon ouvrage. Effectivement, c'est le cœur du livre. C'est cela, parce que l'individu Puisqu'on tout parle seul, d'atomisation, il n'a pas de force. Et donc, en fait, même s'il critique l'État, en fait, il en est complètement dépendant. Olivier Ray, vous êtes philosophe, mais aussi mathématicien. Les mesures de confinement, la politique vaccinale ont été justifiées au nom de la rationalité scientifique et d'impératifs sanitaires. Parce qu'on nous a dit que voilà, la nature de la crise était sanitaire et qu'il fallait s'en remettre à la parole des scientifiques, des experts, que la politique devait également s'effacer devant la gestion. N'avons-vous pas perdu une formidable occasion, au contraire, de parler d'éthique, de morale, d'humanité? Vous étiez plutôt mathématicien ou philosophe pendant cette crise? Oh, je sais pas, ni l'un ni l'autre. J'étais un citoyen. J'étais je crois, surtout un citoyen comme les autres. En fait, la vérité, c'est que toute la politique a été dictée par le nombre de lits disponibles dans les services de réanimation, et ce qu'il fallait éviter, c'était la saturation des services de réanimation, dont l'Italie du Nord a donné la première... L'exemple, le contre-exemple. L'exemple. Et alors après, en fait, finalement, tout a été piloté par ça. Par exemple, le confinement, c'était pour éviter que les hôpitaux soient complètement engorgés. Parce que, bien, aujourd'hui, on sait que nous sommes tous mortels. On continue de savoir, même si on essaye de le refouler, que nous sommes tous mortels et bon. Mais ce que l'on attend quand même, c'est que, avant de mourir, tous les moyens de la médecine moderne soient déployés pour essayer de prolonger notre existence.
Et donc, dans nos pays, voilà, c'est un droit de l'homme que d'avoir le droit à un service de réanimation avant de mourir. Donc, voilà, tout était piloté par cet impératif-là. Par cet impératif-là. Merci Éric Sadin, merci Olivier Ray. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Dans Les Irréductibles, la crise sanitaire est-elle une opportunité de bâtir un monde plus écolo? Éric Sadin et Olivier Ray nous répondent après la pause. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Éric Sadin, auteur de Faire sécession, une politique de nous-mêmes, et avec Olivier Ray, Réparez-l'eau, aux éditions Stock. On parle du monde d'après avec eux, et notamment peut-être d'écologie, parce que je sais que vous êtes tous les deux sensibles à cette question. Est-ce que la crise sanitaire a été l'occasion finalement de faire une pause salutaire pour la planète et pour nous-mêmes? Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Olivier Ray, peut-être. Par la force des choses, le système industriel ayant beaucoup baissé sa production, il y a eu un ralentissement par exemple, de dégagement de CO2 ou de ce genre de choses. Mais enfin bon, on voit bien que l'ambition, c'est de repartir comme avant et même encore plus fort. Donc je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. Là, si par exemple dans le livre dont vous parlez, si je me suis occupé de l'eau, ouais. Mais de l'eau sous un angle extrêmement sensible, c'est que le problème que j'ai avec une certaine écologie, pas avec toute l'écologie, mais avec une certaine écologie, c'est que finalement, à partir du moment où on s'aperçoit que le développement industriel tel qu'on l'a connu depuis 2 siècles se met à poser de graves problèmes, on va essayer de gérer ces problèmes. Mais finalement, j'ai l'impression que l'écologie, c'est la continuation de la politique gestionnaire. Voilà, exactement, où on prend en compte un certain nombre de problèmes posés par le développement, mais finalement, ça s'inscrit exactement dans cette lignée-là. Pour moi, l'exemple typique de cela, ce sont les éoliennes géantes. On dit qu'on va faire une transition écologique avec ces éoliennes géantes pour protéger dit-on, la planète. Mais si protéger la planète, c'est bousiller tout son aspect esthétique, finalement, pourquoi sauver une planète qui devient absolument horrible? Et il y a vraiment aujourd'hui, avec ces éoliennes géantes, une industrialisation de la campagne. Enfin, les gens qui étaient à la campagne, déjà, on parlait de France périphérique, qui sont à l'écart de tout. Et alors, en plus, non seulement cela, mais on va leur planter des mâts géants, et avec beaucoup d'urbains qui sont tout à fait pour ces éoliennes. Oui, mais qui ne vivent pas là où pourquoi on ne plante pas à ce moment-là les éoliennes dans Paris, après tout? Enfin, voilà. Mais non, ça, c'est dans les champs, et les pauvres gens qui vivent à la campagne, ils doivent subir cela. Et il me semble que l'écologie, ça devrait commencer par avoir un rapport à l'expérience sensible aussi, voilà, exactement, à l'expérience sensible. Il y a ma mère qui était institutrice et qui, à un moment donné, corrigeait ce qui restait du certificat d'études. Il y avait eu une question, à un moment donné, c'était les candidats devaient dire quels étaient les 3 états de l'eau. Alors évidemment, on attendait qu'ils disent la glace, l'eau liquide et la vapeur d'eau, mais il y avait un candidat qui avait répondu l'eau du robinet, l'eau de piscine, l'eau des WC. Alors bon, évidemment, ça fait rire, mais en même temps, c'était très significatif de la manière dont un citadin appréhendait l'eau. Pour lui, l'eau, c'était ce qui coulait au robinet, l'eau où il allait se baigner à la piscine, et l'eau où il allait faire ses besoins au WC. Et en fait, là, on voit qu'on a une expérience de l'eau qui est d'une pauvreté terrible. Éric Sadin, sur l'écologie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très très gêné par le déchaînement des affects auquel on assiste depuis, on va dire, une dizaine d'années. C'est comme si on avait été totalement indifférent pendant 50 ans, et puis les choses ont lieu depuis l'aube, et on se réveille à midi totalement paniqué.
Et il faut quand même remarquer qu'il y a quand même des paradoxes, c'est-à-dire ça va dans tous les sens, on ne parle que de cela. Donc moi, ce qui me pose déjà problème, c'est que ça fait écran à quantité d'autres questions, au moins que je considère au moins aussi importantes. Oui, mais ça regarde notre survie, alors ça déchaîne les affects. Et puis, il y a le fait que, quand même, sont apparus les spécialistes autoproclamés de l'écologie, qui ne cessent sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, d'y aller de leur bonne parole, contribuant ainsi au réchauffement climatique, comme si il fallait gagner la bataille des idées. Mais enfin, écoutez, la bataille des idées, elle est largement gagnée. Tout le monde a compris. La question n'est plus celle de la communication. Vous voyez, je ne vais pas citer, il y en a des personnes qu'on connaît, des figures notamment en France, mais dans le monde entier. Et ça va jusqu'à Greta, qui est donneuse de leçons, et puis qui n'empêche pas de faire des dizaines de posts par jour sur Twitter. Hein. Oui, parce pour que mon livre, je suis allé voir ça. Je vous interromps juste une seconde, c'est en rapport avec votre livre, et c'est important de le dire. C'est vrai que durant la crise, on a dit on fait une pause, mais en fait, on s'en est remis aux nouvelles technologies. Absolument. Qui, en apparence, sont non polluantes, parce qu'il n'y a pas de fumée de cheminée quand vous envoyez un mail, mais qui, en réalité, sont extrêmement polluantes. Guillaume Pitron l'a bien montré, le journaliste, il dit que ça pollue beaucoup plus que l'industrie aéronautique, en fait, l'industrie numérique. Donc, est-ce qu'on ne fait pas totalement fausse route Évidemment. D'abord, on fait fausse route en recherchant la notoriété, en faisant des postes à vocation écologique. Je parle pour tous ces spécialistes-là. Je trouve que ça commence à... Enfin, moi, ça commence à me répulser, parce que c'est une contradiction. En réalité, c'est plus leur ego qui est en jeu que la sauvegarde, de la planète. Et c'était très troublant de voir, pendant le confinement, ce déchaînement de posts, de commentaires sur le fait que la Terre était à l'agonie, et puis tout cela passait via les écrans, et ça induisait. Donc il y a des contradictions. Donc, comme j'ai dit, la bataille des idées est gagnée. La question, c'est les modes d'organisation. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce que j'ai nommé cette télésocialité qui va contribuer à notre isolement, ce que j'ai nommé un isolement collectif dans mon bouquin précédent. C'est-à-dire, en réalité, les confinements et la télésocialité et l'usage de tous ces écrans ont comme donné une dimension visible et généralisée et massive et patente à ce que je nomme un état d'isolement collectif qui est à l'œuvre depuis très très longtemps, qu'on vit dans le management, qu'on vit avec l'idéologie de l'auto-entrepreneuriat de soi. Donc moi, ce que je pense, mon cher Alexandre, cher Eric, c'est que la question aujourd'hui n'est plus du tout la bataille des idées. Plus du tout. Tout le monde a compris. Seulement, ça va dans tous les sens concernant les moyens qu'on se donne. Et moi, puisqu'on a parlé de la société en silo et les modes de vie qui sont en train de se mettre en place et les réorganisations sociales, je pense que la question est celle des modes d'existence. C'est pas les éoliennes. Enfin, c'est pas ça la question. La question, c'est que c'est pas de faire un procès à l'État et l'affaire du siècle, comme si tout attendait. Il faut que l'État et les institutions, veillent à ce que, pour ce qui est de leurs prérogatives, des justes mesures soient adoptées. Mais la question essentielle, me semble-t-il, et c'est un des enjeux majeurs de mon bouquin, c'est les modes de vie. C'est les modes. Comment s'organise-t-on au quotidien? Et Olivier, vous parliez de communauté. Moi, ce que je relève, je le dis, c'est qu'il y a une célébration des projets alternatifs aujourd'hui. Hein, on va avoir, vous savez, le film Demain, des monnaies locales, des gens qui ne connaissent pas aujourd'hui un jeune ou quelqu'un proche de nous qui était dans les agences de com et qui abandonne tout du jour au lendemain pour aller faire la permaculture dans la Creuse. Tout le monde, ça trouve formidable. Il y a une héroïsation de ce type de démarche aujourd'hui. Pourquoi il y a une héroïsation de cela? J'ai réfléchi sur cela. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie d'autre chose. Et on se dit, il a eu le courage. Alors, je vais juste articuler avec une autre chose. Face aux difficultés de l'époque, face aux difficultés de la jeunesse, qui en réalité, Macron avait dit l'année dernière dans son allocution en octobre 2020, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, comme si c'était juste conjoncturel et circonstanciel relativement à la pandémie. Non, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, parce que c'est le résultat de 50 années de mesures toujours plus débridées, qui ont détricoté le salariat, le tissu social, les réseaux de solidarité. C'est pour ça. Et qui ont fait que les institutions, les écoles surbondées, les bancs à la fac où personne, Parcoursup, enfin, il n'y a plus de place. Enfin, voilà, c'est le résultat. C'était pas. Et donc, il y a les difficultés, il y a l'envie d'autre chose. Et face notamment aux difficultés de la jeunesse, la grande vulgate aujourd'hui, une sorte de doxa qui s'est puissamment imposée. Alors moi, Alexandre, dès qu'une doxa s'impose puissamment, j'ai tendance à m'en méfier, la placer sous le sceau de la critique. Et actuellement, c'est le revenu universel.
C'est-à-dire, alors il y a tant de gens en difficulté, donc on va leur donner un peu de subsides. Pourquoi? Pour qu'ils se transforment en éternels pêcheurs à la ligne, ou alors qu'ils cumulent les emplois, ne faisant que consolider notamment la société en silo, et c'était le socialité, ou entériner les situations en cours. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il faut écouter cet appel pour autre chose. Et alors, ce que je crois, c'est que la collectivité, la société, c'est qui? C'est nous tous. Vous parliez, Olivier, entre un rapport entre l'État et les individus. Je pense qu'on a trop eu le tort de mettre en rapport frontal, comme la tradition anarchiste, l'État et les individus. L'État, c'est nous tous. C'est un dévoiement que nous avons eu de nous éloigner de l'État, de nous éloigner des institutions, de croire que c'est extérieur à nous. L'argent public, c'est le nôtre. Alors, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'il y a tant d'envie de vivre autrement, d'organiser des modes de travail, de s'organiser autrement, et bien que la collectivité, plutôt que de se lancer dans le vide et que du jour au lendemain, à ses risques et périls, de se lancer dans je ne sais quelle entreprise qui en réalité répond davantage à nos aspirations, et bien que ces aspirations, la société leur donne les moyens de s'épanouir. Et bien comment? Et bien en soutenant, par de l'argent public, la constitution de collectifs qui répondent à un cahier des charges très simple, c'est-à-dire principe d'équité, respect de la biosphère, et qui, dans tous les champs de la vie, pas seulement dans la permaculture, dans l'artisanat, dans l'élevage, dans le soin, dans l'éducation, et bien que tous ceux qui veulent constituer des collectifs qui répondent davantage à leurs aspirations et qui soient en tout point vertueuses, eh bien, que la société soutient financièrement, sous des modalités techniques à envisager. Et quel plus beau projet de société que la société soutient l'envie collective de s'organiser autrement et de répondre davantage à nos aspirations. Ça me semble être un projet bien plus lumineux, vertueux, qui dégage autrement des horizons d'espérance par exemple, que le revenu de base, ou que la dernière lubie, les emplois verts qui visent à instrumentaliser la jeunesse. Pourquoi pas des emplois bleus pour nettoyer les fonds sous-marins, ou des emplois rouges pour quand il y a des emplois de forêt, on va aider les pompiers. C'est-à-dire instrumentaliser la jeunesse, c'est mal comprendre les aspirations de la jeunesse. Les aspirations de la jeunesse, c'est d'être plus créative, plus épanouie, d'établir des liens de réciprocité et des rapports de solidarité avec les autres. Et ça, il faudrait qu'on s'en donne les moyens. Éric Sadin, Olivier Ray, merci. Vous restez avec nous dans Les Irréductibles sur Sud Radio. Faut-il attendre quelque chose de l'élection présidentielle? Le moment est-il venu de reprendre nos vies en main? Les réponses d'Éric Sadin et Olivier Ray tout de suite. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes donc de retour sur Les Irréductibles sur Sud Radio avec Olivier Ray et Éric Sadin. Éric Sadin, avant la pause, nous disait qu'il ne fallait pas tout attendre de l'État, qu'il fallait surtout réfléchir à des modes de vie alternatifs. Vous vouliez réagir, Olivier Ray? Oui, parce que la question des modes de vie est absolument centrale. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on va dire qu'une question dominante, c'est la question du pouvoir d'achat. Et effectivement, pour un grand nombre de personnes, la question du pouvoir d'achat est centrale. Mais pourquoi est-elle centrale? Parce qu'on est prisonnier d'un certain mode de vie. Et à l'intérieur de ce mode de vie, on ne peut s'en sortir que si on dispose de suffisamment de moyens. Mais en fait, parler de la question du pouvoir d'achat, c'est mettre complètement de côté le fait qu'on pourrait avoir d'autres modes de vie où les choses se présenteraient de manière tout à fait différente. Et là, je voudrais faire référence à recommander un livre qui n'est pas le mien, mais celui de Marc Hunyadi, qui est paru il y a de ça quelques années au bord de l'eau, qui s'appelle « La tyrannie des modes de vie ». Et qui montre très bien de quelle manière, justement, l'individualisation à outrance de la société fait que on ne va plus du tout décider collectivement des modes de vie qui sont souhaitables. On dit à chacun, écoutez, vous faites comme vous voulez. Mais en fait, chacun faisant comme il veut, en fait, ça va créer un ordre général que tout le monde va subir. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce paradoxe extraordinaire où à la fois on dit aux gens vous êtes complètement libres de faire ce que vous voulez, et en même temps ils sont devant une obligation permanente de s'adapter au monde tel qu'il est. Mais en fait, ce monde tel qu'il est, c'est pas une autorité qui impose vous devez vivre comme cela, comme ça peut être dans les pays totalitaires.
C'est simplement l'ordre qui émerge lorsque on empêche justement la formation de communautés et qu'on dit à chacun c'est au niveau individuel que les choses se passent. Et donc en fait, Marc Hunyadi décrit très très bien dans ce livre La tyrannie des modes de vie comment l'individualisme, en fait, qui prétend libérer l'individu, revient sur lui dans une contrainte terrible. Et donc, en fait, mais pour changer les modes de vie, il faut admettre que ça n'est pas au niveau individuel que les choses peuvent se faire. Absolument. Mais c'est au niveau de collectifs qui peuvent s'auto-organiser et inventer des modes de vie alternatifs. Et dont il faut favoriser l'éclosion. Voilà, c'est ça. C'est ça dont il faut oui, favoriser. alors que l'État, aujourd'hui, au contraire, fait tout ce qu'il peut pour empêcher absolument cela. Je prends un exemple, c'était ce qui s'est passé pour Notre-Dame-des-Landes. Donc l'occupation des terrains qui devaient servir à la construction d'un aéroport au nord de Nantes. Bon, moi j'ai suivi particulièrement l'affaire parce que je suis nantais d'origine et j'allais faire du vélo quand j'étais enfant dans cette campagne. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'occupation de ces terrains a abouti à l'abandon du projet d'aéroport. Mais alors après, qu'allait-il se passer ? Et l'État a dit, écoutez, vous pouvez développer des activités, aux gens qui occupaient les terrains, vous pouvez développer des activités, mais ces activités doivent obligatoirement être déposées à titre individuel. Et donc, en fait, là, c'était vraiment typique vous voyez, d'un collectif qui avait occupé ces terrains, et on disait, maintenant, vous pouvez rester, mais attention, constituer des dossiers individuels. Donc, en fait, rentrer en tant qu'individu dans la grande machine. Oui, mais justement, moi, j'avoue que c'est peut-être le bémol que je mettrais au livre d'Éric Sadin. Sur le papier, les collectifs, c'est séduisant, mais est-ce qu'on n'a pas touché les limites, justement, avec la ZAD, avec les Gilets jaunes aussi, qui, au départ, ils étaient sur leur rond-point, ils voulaient... il y avait cette envie de changer les choses, et après, on a eu l'impression qu'ils tournaient parfois en rond sur leur rond-point. Donc, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que c'est pas juste une utopie? Alors, c'est pas du tout une utopie. J'ai travaillé sur cela. J'ai réfléchi sur les Gilets jaunes et sur la ZAD. Vous disiez l'État, Olivier. Moi, je pense que c'est pas tant l'État que les logiques à l'œuvre depuis un demi-siècle, qui est en très gros, et c'est ce qu'aussi on a vécu avec la télésocialité, a rendu patent cela, le fait d'avoir été renvoyé à soi-même, c'est-à-dire de vivre l'isolement, notamment dans les conditions de management, mais dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire, et notamment la grande échelle, c'est-à-dire les grandes villes. Il y a quelque chose de l'anonymat, de l'isolement qui n'a cessé de s'intensifier et qui caractérise nos vies contemporaines. Bon, ça, nous le savons. Et là, aujourd'hui, il y a des envies d'œuvrer en commun. Mais d'œuvrer en commun, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire œuvrer en commun sur des principes partagés. Et les principes partagés, aujourd'hui, ils sont très aisément identifiables. C'est des principes d'équité, c'est des principes de solidarité, c'est des principes de favoriser l'épanouissement et la créativité de chacun, et c'est des principes de développer des modes de vie qui répondent, qui préservent la biosphère. Alors, vous parliez des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont aucun rapport avec ce que je nomme les collectifs. Les Gilets jaunes, c'est un moment de contestation et de saturation face à des choses estimées iniques, et il y a une mobilisation. Ça, c'est une chose. Mais de gens qui sont prisonniers de modes de vie. Absolument. Où, absolument. Précisément, leur solution ne peut que se dégrader. Absolument. Mais alors moi, je pense que je parle des Gilets jaunes et le fait que qu'est-ce que ça a produit, ces modes de mobilisation. Bon, ça a produit de la fierté, mais finalement, ça a produit une petite prime et chacun est retourné chez soi, presque la queue entre les jambes. La ZAD est très intéressante, mais je fais une analyse que j'appelle grandeur et limite petite théorie critique de la ZAD, je ne sais plus comment s'appelle ce chapitre, que j'aime beaucoup parce que là, il me semble qu'il se joue deux dimensions majeures de l'époque. C'est-à-dire savoir faire front relativement à des choses jugées iniques, inacceptables, physiquement. C'est pas la manifestation. La manifestation, c'est quoi ? C'est aller dans la rue pour faire part de ses mécontentements. Et je dis que moi, la rue, elle est un peu hors sol. Je crois qu'il faut agir là, il faut se mobiliser là où les choses ont lieu, là où les iniquités ont lieu, en entreprise, dans l'école. Par exemple, quand il y a eu l'idée des tablettes numériques à l'école en 2014, plein de profs, mais pourquoi ils se sont pas élevés en disant que c'était une ineptie ? Puis finalement, toutes les tablettes numériques par l'argent public, elles sont dans les caves aujourd'hui. Donc on serait allé manifester, ils auraient été taxés de rétrograde. Si les profs à l'école s'étaient élevés
en masse et dire ça on n'en veut pas parce qu'au nom de nos principes, au nom du rapport, de l'importance du livre, au nom de quantité. Bon, donc moi je crois que c'est sur le terrain des réalités quotidiennes qu'il faut se mobiliser, pas dans la rue. La rue parfois il y a un moment pour la rue et puis il y a surtout un moment de faire front là où les choses ont lieu. La ZAD c'est ça, c'est faire front en estimant c'est trop, c'est inacceptable selon des principes qui rassemblent certaines personnes, des convictions et des principes. Mais c'est pas seulement ça. Et ça, je pense que ça nous a manqué. Et ce qui nous fascine dans la ZAD, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de se dresser pour affirmer cela, mais presque physiquement avec leur corps et en solidarité. Mais il y a une autre dimension, c'est que très vite, suite à ces mobilisations, se manifestent des envies d'autre chose, des envies de s'organiser autrement, de faire valoir des modes d'existence plus vertueuses, plus solidaires, qui préservent le milieu, mais à leur risque et péril. Une fois de plus, c'est-à-dire que c'est du bricolage, c'est pas structuré, c'est assez impulsif, ça force l'admiration, ça fait pencher de l'an, enfin tout le monde. Il y a eu des milliers de bouquins sur la ZAD parce que c'est un phénomène incroyable. Mais elle est où la limite? C'est qu'on peut pas demander à ces gens-là à la fois de se soucier de leur vie et puis d'essayer de faire en sorte d'essaimer que ce mouvement essaime. Là, il y a deux puissances fondamentales. La puissance du refus et les moyens de se donner de vivre autrement. Et c'est ça, les collectifs. C'est de dire, on n'en peut plus relativement à certaines situations, on refuse certaines situations, on ne fait pas que manifester, on l'exprime en faisant barrage, mais aussi on enclenche un autre moment. C'est celui d'organiser en commun sur des principes partagés. Des principes, c'est ça là, il y a une amitié dans les collectifs. Mais c'est pas de vivre en communauté. La communauté ne suppose pas de vivre nécessairement en communauté. Le collectif suppose d'œuvrer en commun relativement à des principes partagés, à des principes communs. Et des principes qui sont moi je crois, les principaux auxquels nous aspirons aujourd'hui, c'est l'épanouissement, c'est l'envie d'être créatif, c'est l'envie d'avoir des rapports équitables et de respecter le milieu. Et ça, c'est à l'opposé de... Ça désamorce les questions d'isolement. Et puis si on parle d'écologie plutôt que sur les réseaux sociaux, vous voyez là, si un foisonnement de collectifs à l'échelle de la planète, si c'est soutenu, s'il y a une volonté politique, les effets écologiques de cela, mais ils sont même pas, on peut même pas les envisager. C'est-à-dire que les gens travaillent au quotidien et que ça essaime, c'est-à-dire un processus, et que ces œuvres-là, ces œuvres communes, ces projets communs se soucient continuellement du respect du milieu. Vous voyez l'effet. Et quand on voit relativement aux processus industriels qui sont à l'œuvre et si on les met en rapport. Et il y a de la production dans les collectifs. La collectif, c'est de la production dans l'artisanat, dans l'agriculture, dans l'élevage, enfin. Et donc là, moi, je crois que c'est... Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi au numérique, à ce qui s'est imposé à nous, le fait qu'il y ait quelque chose de sclérosé, d'imposé. Là, moi, je crois que c'est un enjeu capital de l'époque. C'est-à-dire comment on s'organise autrement. Et en plus, quand même, on ne va pas parler que de choses techniques. Moi qui suis un peu spinoziste, il y a de la joie quand même. Il y a de la joie d'œuvrer en commun sur des principes communs. Il y a de la joie. C'est-à-dire qu'on est interdit aujourd'hui de parler un peu de communauté, de lien, de réciprocité, et puis aussi de joie. Quelle joie ça apporte dès que vous allez dans des collectifs d'artisans ou même la permaculture, de voir que les gens, eh bien... œuvrent au quotidien et ça répond profondément à leurs aspirations et en commun. Est-ce qu'il n'y a pas plus beau projet de société? Moi, je ne crois pas. C'est un beau projet de société, mais est-ce que ça peut être concrètement, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que vous y croyez, Olivier? C'est séduisant, mais à mon avis, les principes partagés ne suffisent pas parce que nécessairement, dans toute collectif, dans toute communauté, à un moment donné, il y a des conflits. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si la seule référence, ce sont des principes, en fait, au nom des principes, il va y avoir les puristes qui vont justement toujours intimider les autres, et ça crée des... Un peu comme dans Nuit debout, hein, c'était un principe de collectif, ça s'est un peu fini en palabres. C'est pour ça que la question de la taille est très importante, Olivier. Vous qui avez beaucoup réfléchi sur la taille, il y a des petits collectifs, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais il y a aussi il y a aussi la question de la transcendance. Par exemple, moi je connais assez
bien certaines communautés monastiques. Et c'est quand même pas évident de faire vivre pendant des dizaines d'années quelques dizaines de personnes qui partagent tout ensemble. Moi, je ne parle pas du tout de cela. Et ce qui permet cela, c'est en fait aussi que toutes ces personnes ensemble reconnaissent en commun quelque chose qui les dépasse. Et à un moment donné, toutes les semaines, par exemple, dans des communautés monastiques, il y a une réunion où les gens se disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Mais je parle pas du tout de cela, moi, Olivier. Mais j'entends. Hein, je parle pas du tout de cela. Mais d'accord. Moi, je parle d'œuvre. Hein, je parle d'œuvre. Œuvrer en commun, au sens de Simone Veil. Oui, mais dans les communautés monastiques, c'est ora et labora, prier et travailler. Ils travaillent aussi ensemble. Et ce qui leur permet de dépasser les conflits, c'est qu'aussi, à un moment donné, en fait, ils se placent tous sous quelque chose qui n'est pas simplement des principes horizontaux, mais qu'il y a aussi une dimension verticale. Merci Olivier Rey, merci Eric Salin. C'était trop court, mais je pense qu'on a quand même dit des choses. On se retrouve la semaine prochaine dans Les Irréductibles. Merci.